Merci, monsieur, pour l'introduction. Si vous avez encore du courage pour quelques présentations aujourd'hui, on avait coupé cette présentation hier, car il était tellement d'informations au même temps pour vous, je comprends très bien ça. Quand même, j'ai quelques présentations à partager avec vous aujourd'hui. Comme j'avais présenté hier, on avait mis ces deux premières présentations qui étaient le plus large de tous, de décrire un petit peu de l'entourage, les philosophies et les stratégies à faire, à commencer. Et maintenant, aujourd'hui, on devient beaucoup plus au niveau technique. Comment de commencer? Qu'est-ce qu'il faut faire en pratique? Qu'est-ce qu'il faut remplir les formulaires? Comment de construire un budget, où se trouvent les problèmes les plus fréquents au niveau finance et de gestion de projet. Qu'est-ce que sont les meilleurs modèles de gouvernance? Est-ce qu'il y a des astuces ou des conseils à améliorer et éviter les problèmes plus fréquents au niveau de gestion? Et enfin, après le déjeuner, on aura une présentation spécifiquement pour les finances et le droit de protection des droits intellectuels. Le dernier, le numéro 6, sera une petite présentation, une demi-heure, mais on a plein de temps après d'analyser et discuter des cas individuels. Donc, je suis disponible à vous toute la journée. Donc, je reviens maintenant ici avec la présentation technique où se trouve la structure des projets et comment de remplir les formulaires les plus fréquents en Europe. Et je suivre plus ou moins cette structure ici. C'est pour ça que je vais développer cet exercice, car il y a une certaine méthodologie à montrer toutes les questions qui se posaient dans la tête d'un évaluateur. Tout commence avec les résumés, comme j'avais dit hier. Il y aurait un résumé qui fait un aperçu de tous les arguments centraux. Qu'est-ce que c'est le problème, l'objectif clair, que faire dans le plan de travail, qu'est-ce que c'est votre approche, et sont les résultats utiles et qui sont les bénéficiaires. Bon, si on avait une idée, quoi de faire ensuite? De trouver des partenaires complémentaires, c'est toujours essentiel car c'est rare, avec un projet grand, avec des objectifs stratégiques, c'est rare qu'un ou deux partenaires aient tous les atouts, toutes les capacités, toutes les expériences de le faire tout seul. Donc, il y a des moyens complètement divers de trouver aussi des partenaires inconnus en Europe. Et surtout, les recherches sur le site Cordis que je vais donner hier, vous avez le lien, le site Cordis sur le programme cadre 7. Là-bas, il y a une grande base de données avec tous les projets qui sont financés dans l'histoire de l'Europe, avec tous les coordonnées, le numéro de téléphone et le email courrier et tout ça, des coordinateurs qui avaient plein d'expérience de gérer des projets. Donc, ils sont des champions, si vous voulez. Donc, ça, c'est un grand début. Et aussi, c'est très utile de voir qui a été fait déjà en Europe, dans votre domaine. Si votre idée, c'est unique, ou si vous pouvez baser votre idée sur la base de tous les projets qui étaient faits déjà. En plus, il y a des projets de soutien. Évidemment, le RIMI for AC, c'est un projet de soutien, de monter des ateliers comme ici, mais aussi d'avoir accès sur les bases de données des appels d'offres. Et Dr. Faubin a accès sur une des bases de données comme Research Africa, qui est très riche avec tous les appels d'offres pour des financements de projets en Afrique. Nous avons aussi accès sur le projet Fit for Health. C'est un projet européen avec 27 partenaires, donc tous les États membres en Europe,
Nous sommes les membres pour la Belgique et nous sommes les partenaires pour la Belgique. Et ce réseau, c'est un super réseau de disséminer les idées, les abstracts et de trouver des partenaires. Et tout ça, c'est gratuit pour tout. Donc, si vous avez une idée et un résumé, et on cherche des partenaires européens supplémentaires, n'hésitez pas de nous envoyer votre idée et résumé. Et nous pouvons disséminer, distribuer ça sur ce réseau en Europe. Et ça prend quelques semaines avant d'avoir des réponses, mais avec des réponses très diverses dans tous les domaines. Donc, il y a des moyens gratuits pour vous pour trouver des partenaires, pas tout seul. Bon, ça, je vais présenter hier déjà une checklist d'avoir d'une définition d'un problème jusqu'à une structure d'une proposition et vraiment de développer une proposition entière avec tous les aspects scientifiques, gestion, financier et impact. C'est un projet lui-même. C'est une feuille de route de développer ce projet et d'avoir prêt à temps l'heure. Avant la date limite. Et il ne faut pas sous-estimer le nombre de travail, de tâches de développer une grande proposition. Ça prend vraiment du temps. Et c'est classique que tout le monde va faire tout le travail vraiment à la fin. C'est toujours la même chose. La semaine finale, ce sera plein de travail, plein de stress. Donc, de faire une organisation, de développer les propositions. Déjà, à quelle heure quelle date il faut finir les tâches administratives? À quelle date il faut finir d'être convaincu que tous les partenaires sont là et le consortium est complet? À quelle heure il faut commencer à développer le budget? Est-ce qu'il y a des autres moyens? Il faut d'être d'accord là-dessus, comme la propriété intellectuelle, échange de chercheurs et tout ça. Donc, ça, c'est vraiment un projet en lui-même. Donc, ça c'était la structure générale. Vous pouvez l'adapter, comme une des expositeurs avait fait, adapter à vous-même. Mais c'est une structure générale. Et ensuite, une des premières étapes de discussion avec vos partenaires, c'est d'être d'accord sur les objectifs. Comme j'avais dit hier, d'être d'accord avec les objectifs précis avec tous les partenaires dans un consortium, ce n'est pas évident. Et dans ce cas, c'est un cas en pratique dans le domaine secteur aérospatial. On avait... Évidemment, c'est une blague, mais c'était vraiment l'histoire réelle. On avait pensé à une idée de développer un avion. Bon, tout le monde avait très motivé, enthousiaste. On avait commencé à construire des parts d'un avion. Une était expert du moteur, une autre est un expert des ailes, le troisième expert des armes. Et après un an, on avait revenu dans une réunion et présenté tous les résultats de la première année. Et voilà les résultats. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas vraiment discuté qu'est-ce que c'est l'objectif. L'objectif stratégique, oui, entièrement, c'est de construire un nouvel avion. Mais plus précis, qui sont les utilisateurs? À quoi sert cet avion? C'est un avion commercial, civil ou militaire? C'est plus grand ou beaucoup plus petit? Qu'est-ce que sont les tailles, les caractéristiques définies? Et avant de revenir au labo et de construire des parts, il faut d'être d'accord à les caractéristiques à transférer d'un partenaire à l'autre. Et très souvent, quand il y a des grands problèmes dans le projet, au niveau gestion, c'est à cause de ça, on n'avait pas vraiment discuté et d'être d'accord avec les détails en avant. Donc on perd beaucoup de temps. Après un an, on va revenir et redessiner, on perd du temps et de l'argent de faire. Donc ça, tout le temps de discuter plus en détail en avance, c'est temps pas perdu, mais gagné dans le reste du projet. Aussi, il y a l'aspect de exploitation.
exploitation, c'est pas linéaire, c'est pas normal. S'il y a un marché, la question réelle, c'est est-ce que le marché est prêt pour votre nouvelle idée? Donc ici, l'animation, c'est un peu une blague, comme en effet, c'est la version en anglais. Je m'excuse. J'ai une traduction de celui-là. Mais ce qu'il va dire, le roi Richard, là-bas, il est au Moyen-Âge, dans une guerre. Et il y a un ingénieur qui propose une nouvelle machine d'armes. Et le roi, il dit, non, 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 j'ai pas le temps, j'ai maintenant de nouvelles idées avec un ingénieur un peu fou. J'ai maintenant une guerre à maintenir, à gagner. Donc, même s'il y a opportunité dans le marché, mais si le marché et les grands gens qui décident ne sont pas prêts, on est trop tôt. Évidemment, on peut être trop tard aussi. S'il y a un compétiteur avec une autre idée, la même solution, mais à base de quelque chose d'autre, et gagne dans le marché, et vous êtes trop tard. De développer un produit ou une nouvelle solution du labo ou environnement académique et de transférer vers le marché, ça prend des années. Et dans mon secteur, de développer des drogues et des médicaments, ça prend plus de 10 ans et un investissement énorme. Dans le domaine ingénieur, le moyen, dans tous les domaines, c'est plus ou moins entre 4 et 6 ans de l'idée de développer le prototype jusqu'à le premier produit est vrai dans le marché. Et dans le domaine TIC, ça peut venir beaucoup plus vite, mais compte minimum 2-3 ans. Ça, c'est l'environ dans les secteurs divers. Donc, très souvent, il y a des chercheurs qui avaient sous-estimé le temps et le moyen d'effort de développer quelque chose. Il faut vraiment écrire et développer une proposition de recherche et développement avec le marché et des utilisateurs dans le temporaire, dans la période temporaire qui est nécessaire de développer ce produit. Il faut expliquer ça. Dans ce projet de recherche, on fait la première étape et après, ça prend encore 2-3 étapes et ça prend 3 ou 4 ou 5, 6 ans. Donc, il faut expliquer ça. Pourquoi c'est nécessaire de le faire, les recherches aujourd'hui et pas dans le futur. Donc, comme j'avais dit, considérez votre projet comme un projet proposition comme un projet proprement dit. Évidemment, c'est clair, il faut lire les conditions dans le plan de travail ou appel de propos. Les grands programmes européens avaient des spécifications très spécifiques, très précises. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ailleurs, les conditions minimales sont 3 partenaires en Europe, et en plus, il y a des partenaires ailleurs, sont plutôt un partenaire qui est un PME. Il y a des taux de budget qui sont fixés, donc il faut vraiment adhérer à les caractéristiques spécifiques pour cet appel d'offres. Et en plus, il y a l'aspect de lobbying. Ça, c'est pas pour gagner la proposition. On ne peut pas influencer l'évaluation, mais on peut utiliser le point de contact national en Europe avec vos partenaires européens pour découvrir qu'est-ce qui se passe dans ce domaine spécifique. Qu'est-ce qui se passe en Europe? Est-ce que c'est un secteur en croissance? Est-ce un secteur moins important? Est-ce qu'il y a des autres partenaires qui font des choses aussi? Et leurs points de contact nationaux, le PCN en Europe, peuvent demander à la Commission européenne si l'évaluation c'est succès ou non. Donc, ils ont accès à l'information interne à Bruxelles beaucoup plus tôt que vous. Donc, ça, c'est un soutien local aussi. OK? Donc, la structure de la proposition, pour l'exemple des programmes européens,
Ce sera deux parties, en effet. La structure, c'est très, très simple. Un partie A qui est complètement dans le logiciel site web. C'est pas une hard copy en papier, mais c'est vraiment le logiciel sur le site web. Fiche administrative. Donc, toutes les dates, coordonnées, votre email, courrier, votre nom de point de contact dans votre institution et la personne qui est autorisée de signer le contrat. Comme j'avais dit hier, le lire, c'est une personne comme le recteur qui est autorisé de signer le contrat. Ça, c'est important d'indiquer aussi dans le formulaire fiche administrative. Tout ça, c'est rempli automatiquement si vous obtenez un code personnel, le PIC, le code PIC. Vous trouverez le lien sur le site web dans la présentation hier. Ça, c'est simple, mais très souvent, on oublie de correcter, donc d'évaluer si toutes les dates sont correctes. S'il y a des erreurs, ça peut rendre toutes les propositions inéligibles. Donc, c'est quand même important de quelqu'un, un secrétaire, un administrateur, de diriger les petits détails. Le plus important partie, c'est le partie B qui contient les propositions propres. Et comme j'avais dit hier, il y a 3 grands chapitres là-dessus. Un sur les sciences, deuxième sur la gestion des ressources et le troisième sur l'impact. La structure du parti B, de proposition, est libre théoriquement, mais en pratique, dans votre package avec les fiches, avec l'appel d'offres et le plan de travail, il y a aussi des formulaires spécifiques pour cet appel d'offres. Donc, si vous avez trouvé un appel d'offres sur Cordis, on peut tirer tous les documents spécifiques pour cet appel d'offres, inclus les formulaires pour la structure partie B spécifique pour cet appel d'offres. Et essayez de ne pas mélanger les formulaires, car chaque appel d'offres a son formulaire propre. Normalement, c'est le coordinateur du consortium qui est responsable de tirer tous les documents et de les disséminer avec tous les partenaires. En général, la structure est la suivante. C'est le premier chapitre, et ça c'est vrai pour tous les grands projets de recherche et développement. Il y a un chapitre qui décline qu'est-ce que c'est le concept de votre étude, qu'est-ce que sont les objectifs stratégiques et spécifiques. Est-ce que ça y allait au-delà de la technologie récente? Est-ce que c'est vraiment innovant? Ou est pourtant quelque chose de tout neuf, ou c'est plutôt copier des choses qui existent déjà? Et est-ce que votre méthodologie scientifique et technologique et plan de travail y afférent, c'est pertinent pour l'appel d'offres, et si c'est aussi efficace, de haute qualité et efficace. Donc ça, c'est la partie scientifique. Et très souvent, là, il y a une figure assez haute, car vous êtes tous experts dans votre domaine scientifique. Ça, c'est votre responsabilité. Dans l'atelier, aujourd'hui, je faut me concentrer sur le 2e et le 3e chapitre, car là-dessus, peut-être vous n'avez pas directement un expert. Donc, le 2e chapitre, c'est vraiment la mise en œuvre, la gestion et les ressources qui sont nécessaires. Et dans l'argot en Bruxelles, ressources, ça veut dire évidemment les finances, mais aussi l'expertise que vous appartient dans le projet. Et comment de l'expertise et les atouts de tous les partenaires sont complémentaires, comme pièces d'une puzzle. Et comment ils collaborent ensemble. Ça, c'est aussi ressources. Il faut expliquer ça. Car les évaluateurs, ils ne connaissent pas vous. Ils ne connaissent pas qu'est-ce que votre expertise. Enfin, le chapitre impact, je vais présenter quelques exemples hier et je vais présenter plus aujourd'hui. Le 4e chapitre, c'est un petit chapitre au code éthique.
Il y en a des sujets dans biotechnologie, par exemple, de cellules souches, des études cliniques, de plantes modifiées ou génétiques, qui portent des problèmes éthiques. Donc il faut vraiment expliquer comment gérer cette question de cet aspect éthique. En Europe, c'est très important et même si la méthodologie scientifique, c'est bon, on peut diminuer la figure ou même nier une négociation à cause de l'aspect éthique qui n'est pas expliqué bon. Et la dernière, le 5e chapitre, c'est le propos de question de genre, de ratio homme-femme. Ça ne se donne pas un apport sur la figure, ce n'est pas très important, mais si vous avez un projet avec des femmes dans une position directive ou gérer des projets comme ça, ou s'il y a des femmes d'autres qualités comme l'exemple que je vais donner hier, une femme professeure, haute qualité qui avait travaillé aux États-Unis, ce sont des aspects supplémentaires qui sont positifs à mentionner. Bon, petites choses administratives, très petites choses, mais assez importantes. Si vous construisez, développez votre proposition partie B, comme j'avais dit, il n'y a pas un formulaire fixe, c'est normalement développé en Word et convertir en PDF pour envoyer à Bruxelles. Il y a deux aspects de faire attention. Utiliser un acronyme en haut, acronyme à chaque page de cette proposition, et un nombre de pages, chaque page. Ce n'est pas intelligent de n'oublier ça, car en pratique, les évaluateurs reçu une hard copy de toutes les propositions, et j'avais vu une instance, une situation où la graphe avec toutes les pages avait perdu et quelques propositions étaient mélangées sur la terre, sur le sol, et c'était impossible de le reconstruire. Et on avait oublié, nié l'évaluation entière. Donc ça, c'est une situation à éviter, n'est-ce pas? Donc, petites choses à faire, pas seulement concentré à le contenu, mais aussi à la présentation, la façon de présentation. Et ça, c'est un aspect, je peux vous donner un conseil. Si vous êtes un évaluateur et c'est nécessaire d'évaluer 50 propositions de 80 pages chaque, c'est une liste énorme à lire. Donc, il faut aider l'évaluateur d'être à l'aise, d'être motivé de lire et de juger votre proposition. Donc, la façon à présenter clairement, transparent, facile à trouver le facts et figures, les dates, les coordonnées, les listes d'expériences. Facile à trouver que vous êtes vraiment l'expert idéal, unique, qui est capable de le faire, ce projet. Ça, c'est important, de convaincre les évaluateurs que vous êtes les meilleurs. Pas seulement dire « je suis le meilleur dans le monde », mais de démontrer avec des façons pouces, de façon table, de façon de petites figures. Assister l'évaluateur de naviguer dans la proposition facilement. Car à un point, à minuit, après 10 propositions d'hiver, on est tellement fatigué, on ne prend pas les facts. Donc ça, c'est un exemple d'une proposition au niveau du vaccin du VIH actuel. C'est une proposition réelle. Et ça, c'est la première page du premier chapitre là-dessus. On voit à la droite, l'évaluateur regarde dans le texte comme une diagonale. Il regarde, ou elle regarde, où se trouvent les facts, les dates, les données. Est-ce qu'ils savent à quoi faire et pourquoi c'est la méthodologie bon? Et est-ce qu'il y a une pertinence avec cet appel d'offres? Si c'est un bon projet, mais pas spécifiquement pour cet appel d'offres, on nie cette évaluation. Donc il faut, comme j'avais dit, link to European Program,
fait un lien avec les objectifs des programmes européens. Donc, il faut vraiment lire les documents là-dessus. Un petit astuce, la définition d'une load de travail vers une deliverable, c'est un résultat précis, et une étape de point dans un projet. Ça, c'est une des définitions. Il y en a des autres, mais aux bases, le lot de travail, ce sont de petites tâches bien fixées, avec des résultats, des deliverables précis. Un deliverable, un résultat peut être un nouvel matériau, un nouvel résultat dans une publication ou un rapport, ou un atelier. Ça dépend de votre projet. Une étape de point dans un projet, c'est vraiment une étape essentielle, cardinale dans votre projet, à mener une décision si la direction de ce projet c'est bon ou non. Une étape de point, c'est un point de décision dans votre projet. Donc, très souvent, c'est bon d'organiser un rendez-vous, une réunion avec tous les partenaires prenants et de juger la qualité de tous les résultats dans le projet jusqu'à cette étape de point. Et de juger, est-on en bonne route ou est-ce qu'il faut naviguer ailleurs? Ça, c'est une étape de point. Donc, normalement, dans un projet, il y a un millier de résultats, mais il y a quelques étapes de point à prendre des décisions cardinales pour gérer le projet. Tous les lots de travail, normalement, sont décrits dans un formulaire standard, comme ici. Et un évaluateur va juger cette lot de travail, pas nécessairement en détail. Vous êtes l'expert dans les détails. Donc, il faut supplémenter suffisamment de détails de convaincre les évaluateurs, vous êtes l'expert. Mais un évaluateur va juger la balance entre le lot de travail, le travail qu'il faut faire, et l'effort au niveau des ressources humaines. Et en haut, dans cette lot de travail, ici c'est un lot de travail numéro 1, normalement réservé pour la gestion de projet. Il y a de certaines tâches qui sont dispersées par chaque partenaire. Le coordinateur, le premier partenaire ici, en haut, le numéro 1, est le responsable de gérer tous les projets, d'organiser les réunions et de développer et d'envoyer le rapport final. Donc, il avait plein de travail là-dessus. Donc, dans cet exemple, il avait réservé 5,7 person months, de mois de travail pour une personne. Ça peut être pendant un an, presque une personne moitié temps, ou ça peut être 2 personnes moitié temps, un tiers de temps, ou ça. C'est une combinaison d'efforts de travail et de ressources humaines. On va revenir à ça dans la présentation financière. Et tous les autres partenaires avaient un petit effort, 0,3 mois par an. Ça, c'est réservé pour adhérer à toutes les réunions du projet. On va revenir à ça aussi. Et on décrit l'objectif de ce lot de travail et ensuite comment quoi faire, tous les pushs, toutes les tâches dans ce lot de travail. Et les résultats, les deliverables, les résultats qui sont développés dans cette lot de travail. Et un évaluateur va comparer les ressources humaines, c'est logique, c'est faisable, c'est suffisant ou trop exagéré pour ce travail. Ça, c'est la question pour l'évaluateur. Et ensuite, ça c'est facile. Un exemple de faire un planning temporaire. Comme on avait montré un exemple très clair ce matin, il y a des logiciels pour aider, mais aussi on peut utiliser un logiciel simple comme Word ou Excel pour construire une charte, un planning temporaire. Et normalement, je fais des étapes de projet, milestones, avec une astérix au même temps où il y a des grandes réunions à juger. Oui, on avait fini une partie du projet et maintenant il faut décider si c'est bon et on peut avancer ou non. Okay?
Ensuite, il y a toute une série de diapositives que je vous donne comme référence. Donc, je ne vais pas lire tout ça, mais ça, c'est vraiment pour votre référence. Et assistez-vous à écrire le chapitre de gestion. Qu'est-ce que sont les responsabilités des partenaires? Les responsabilités du coordinateur, les responsabilités du champion de l'eau de travail, un gérant de projet spécifiquement, lequel partenaire avait quelle responsabilité? Est-ce qu'il y a des partenaires principaux et des partenaires tiers ou sous-traitants? On va discuter en instant. En général, dans les grands projets européens, il y a le coordinateur, en jaune là-bas, le coordinateur qui est le partenaire principal et le partenaire unique qui est responsable de la communication avec l'agence financière, dans ce cas la Commission européenne. Pas tous les partenaires peuvent avoir une ligne de communication avec la Commission. Autrement, avec tous les projets qui est financé par la Commission, il devient fou. Donc, c'est le coordinateur qui prend la communication, qui reçoit le subside de la Commission européenne et qui va distribuer l'argent chez tous les partenaires. Mais pour gérer le projet, il y a, ça c'est le grand boîte en jaune, il y a un conseil exécutif du projet avec chaque partenaire est un membre de ce conseil. Chaque partenaire principal qui signe un contrat avait une représentation dans ce conseil commun. Ce conseil commun exécutif va décider démocratiquement, ensemble, comment de gérer ce projet. Prendre la grande étape du projet, mais aussi gérer les finances, en gros, la grande décision là-dessus. Donc, il y a des décisions aussi si on perd un partenaire, si un partenaire ne fait pas son chose comme promis, s'il y a des retards, s'il y a des problèmes à résoudre techniques, mais aussi au niveau de finances et de gestion. C'est le conseil de projet qui prend toutes les décisions ensemble. Et on peut choisir librement si c'est un choix démocratique ou unanime, ou si c'est un choix avec une majorité. Ça, on peut être d'accord entre les partenaires. Et je vais montrer ça, c'est décrit dans une des contrats entre les partenaires. Un contrat entre les partenaires dans le consortium. Ça, c'est rien à voir avec la Commission européenne. Ils donnent l'argent et la Commission européenne, il dirige seulement avec le coordinateur, avec le consortium comme un bloc entier, pas avec les partenaires individuels. Mais s'il y a des disputes entre des partenaires, c'est le conseil du projet qui est le moyen de décider. Ça, c'est important. Autrement, il y a un coordinateur qui dirige tous et tous les autres sont comme des esclaves. Hein. Ça, c'est pas démocratie. Bon, en dessous, il y a de l'ordre de travail. Ça s'appelle working groups en Europe, en anglais. Et chaque lot de travail a un champion, un mini-coordinateur, si vous voulez. Et ce coordinateur est responsable de qualité et le progrès de ce lot de travail. Comme dans le projet Rémi pour Catraci, moi je suis responsable du lot de travail de formation. Donc, je travaille avec Dr. Foba ici dans la région Afrique centrale, avec un autre partenaire dans la région Afrique de l'Ouest et un autre dans l'Afrique du Sud. Et c'est mon responsabilité d'être sûr que la qualité ici, c'est la même que dans le Sud, que même dans l'Afrique de l'Ouest. Et on peut partager et exploiter tous les matériaux. S'il y a quelque chose développé dans l'Afrique du Sud, c'est mon responsabilité d'être sûr que vous avez aussi accès à ce matériel. Donc moi, je suis le lien entre les deux. Et aussi, je suis responsable de diriger
tous les partenaires qui sont responsables dans cette lot de travail, qu'il fait son rapport, que la qualité est suffisante et il n'y a pas de délai. Donc ça, c'est une façon de diviser les responsabilités et d'être plus efficace dans les gestions. On gère les projets ensemble dans cette façon et chacun a son lot de travail de responsabilité. Et en plus, on peut ajouter des conseils supplémentaires à volonté. Par exemple, pour les grands projets, très souvent, c'est utile d'avoir un comité de conseil, advisory committee en anglais. Et ça, ce sont des experts extérieurs qui ne sont pas partenaires dans le projet, mais qui peuvent donner des conseils pour naviguer et gérer le projet dans le bon sens, dans la bonne direction, et qui peuvent faire des liens avec des autres projets dans le même domaine. Par exemple, nous avons dans ce projet en Mexique, on a un comité de conseil avec les coordinateurs de tous les autres projets en Mexique. Donc, c'est une façon de communication entre les projets très efficace. Et on invite le comité de conseil dans la grande réunion du projet. Ils démontrent toutes les présentations. Ils donnent leurs conseils, si c'est bon, si on peut partager des documents, si on peut organiser des événements au même temps en juin. Et ça peut, pour de grands projets avec l'industrie, c'est utile d'inviter un conseillant ou un conseiller industriel qui représente les utilisateurs. S'il y a des produits qui sont exploités par des PME, c'est bon d'avoir un PME comme conseiller, de voir si c'est utile, si c'est bon ou il faut améliorer ce produit. Donc là, on peut réserver dans le budget du projet certaines sommes pour payer pour le voyage des conseillers, pour payer pour l'hôtel, mais pas pour leurs salariés. Le salaire, ça c'est uniquement pour les partenaires, mais on peut payer du budget du projet pour l'hospitalité et le voyage et l'hôtel de conseil. OK, l'impact, ça, on avait discuté déjà. Ça, c'est un exemple d'un chapitre d'impact exact. Et comme à gauche, ça, c'est le texte réel. Et à droite, en rouge, je vais faire un petit sommaire. Qu'est-ce que l'évaluateur pense quand il ou elle juge ce type de texte? Donc, il ou elle va juger, est-ce que c'est la technologie récente? Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que ça c'est pertinence pour le marché? Est-ce qu'il y a eu une taille de marché? Est-ce qu'on avait une idée? Est-ce que ce marché est croissant? C'est stable? C'est grand ou petit? Ou est-ce qu'il y a des souches dans les marchés qui sont de haute valeur? Qu'est-ce que c'est la stratégie de commercialisation? Et qu'est-ce que c'est la valeur ajoutée pour des partenaires pertinents ailleurs? Est-ce qu'il y a des autres utilisateurs de cette connaissance et les résultats du projet? Au niveau d'éthique, dans les dernières années, on avait poussé plus d'importance sur les aspects éthiques et vous trouvez des guides, des documents avec beaucoup plus d'explications techniques dans ce lien site web là-bas, cordis/fp7/ethics. Et ces documents sont disponibles en français aussi. Donc on peut tirer les documents spécifiques et partager avec votre expert interne. Surtout avec des études cliniques qui apportent des données privées, confidentielles. Et il faut juger avec votre expert éthique local aussi, pas seulement le chercheur. Il n'y a pas de nombre de pages limité, mais il faut devoir vraiment prendre l'opportunité d'expliquer bien, car il y a une possibilité de juger.
S'il y a des erreurs grandes là-dedans, ça peut nier toute la proposition. Et ensuite, il y a le dépôt, soumettre une proposition. Ça, c'est la tâche du coordinateur. Donc, c'est très, très nécessaire d'être à l'heure, de donner tous les documents, tous les éléments de proposition à le coordinateur bien en avance de date de limite, que le coordinateur avait la chance de vraiment optimaliser le texte et les présentations de propositions dans les derniers jours et de soumettre en un logiciel sur site web. Là-bas, c'est un système qui s'appelle Electronic Proposal Submission System, EPSS, et le coordinateur va vous envoyer une code passe et un nom d'accès. Et avec ce code, vous pouvez faire des corrections avec le formulaire administratif. Et aussi de corriger le budget de votre partie de budget. Mais c'est toujours le coordinateur qui va soumettre les propositions pour tout le consortium. Et c'est très clair, toujours, il y a des dates limites et il y a des gens qui veulent corriger quelque chose 10 minutes avant la date limite. Et en Bruxelles, c'est un système électronique automatique et la date limite, même l'heure locale à Bruxelles, pas l'heure ici. Bon, ici, c'est le même. Pour les Mexicains, c'était vraiment un problème. Ils sont 7 heures en retard. L'heure locale à Bruxelles, ça, c'est la date limite. Et c'est absolument strict. 1 minute trop tard, c'est fini. C'est terminé. Et j'avais vu des propositions qui n'avaient pas réussi de soumettre. Ils avaient perdu tous leurs affaires. Donc, ça, c'est à cause de beaucoup de discussions entre les partenaires. S'il y a un partenaire qui est en retard, tous les consortiums vont perdre l'opportunité. Donc, il faut vraiment être très prudent à ce niveau. Ça, je vais montrer déjà. Ça, c'est la tâche pour l'évaluateur d'évaluer les 3 chapitres. Et là-bas, il y a un petit schéma de procédure d'évaluation. Après le dépôt, il y a un groupe interne à la Commission européenne qui va juger l'éligibilité. Donc, si tous les formulaires administratifs sont remplis, si le budget, c'est pas trop, si tous les partenaires sont remplis et complets, s'il y a une proposition, j'avais vu comme évaluateur, j'avais vu une fois, on avait rempli tous les formes administratives et on avait oublié de faire un dépôt de proposition. Donc, ça, c'était vraiment Et ensuite, il y a une évaluation extérieure avec des experts. Et comme je l'ai dit hier, vous pouvez faire votre dépôt de biographie et d'expertise dans une base de données de la Commission européenne et d'être invité comme expert en Bruxelles. Ce type d'évaluation, c'est commun. Il y a toujours minimum 3 ou 4 évaluateurs avec des expertises différentes. Donc, si vous avez une proposition des ingénieurs agriculture, par exemple, il y aura un expert agriculture, il y aura un expert industriel, il y aura un chercheur biotechnologie, par exemple, et peut-être quelqu'un local. Et chacun fait son évaluation individuelle, en isolation, écrit un rapport, et après, on avait une semaine de discuter ensemble et de convaincre les autres évaluateurs à quel niveau cette proposition c'est. C'est un haut niveau, c'est un 14 ou un 15 ou un 13. Et un autre évaluateur va dire non, mais je ne suis pas d'accord, ça c'est ridicule qu'il propose, c'est un 3, il faut détruire cette proposition. Et il faut vraiment discuter, engager dans une discussion avec des arguments profonds. Et enfin, après une semaine, on donne un chiffre et un rapport avec une justification. Pourquoi donner 7 chiffres communs pour chaque proposition? Et pour chaque appel d'offres, il y en a
certaines 50, 60 ou même 100 propositions qui sont en compétition. Donc, c'est vraiment une tâche énorme. Et à la fin, on concentrait uniquement sur le top 20%, ceux qui sont des chiffres entre les 13, 12, 13 et les 15, le top proposition. Et c'est eux qui sont invités pour entrer dans la phase de négociation. Tout le reste sont niés, rejected proposals, ils sont niés et immédiatement ils reçoivent un rapport avec justification pourquoi. Où se trouvent les erreurs, où se trouvent les risques, où se trouvent les choses qui ne sont pas bien expliquées. Et ça, c'est une information pour vous. Il faut utiliser même des rapports négatifs et 80% des propositions recevra un rapport négatif avec des arguments. Et ça, c'est optimaliser votre propos et de resoumettre dans le futur ou de trouver un autre moyen de financement avec la même proposition. Donc, la connaissance et l'effort ne sont pas nécessairement perdus. On apprend beaucoup de choses et améliorer les propositions. Et après ça, ça je vais expliquer déjà. Après ça, il faut vraiment concentrer au niveau de gestion des projets il-même. Donc, je me demande si ça reste le temps d'une vingtaine de minutes de finir avant de déjeuner. C'est bon? Oui? Donc, avec cette courte présentation, je peux donner quelques conseils à éviter le problème pendant la gestion des projets. Donc, après le déjeuner, on va concentrer sur les choses finances et de protection de propriété intellectuelle. Bon pratique, conseil de gestion. Après toutes les conversations de grands projets européens, il faut réaliser à base, vraiment à un niveau basal de gestion de projet, il y a quelque chose qu'on peut faire facilement, il y a des choses qui sont beaucoup plus risquantes ou plus complexes. Imaginez un projet simple de construire une maison. Qu'est-ce qui est nécessaire pour ça? Pour gérer la construction d'une maison. Quelques suggestions? Qu'est-ce qui est nécessaire pour la gestion là? De savoir les matériaux, le coût et quoi d'autre? Oui. Donc les atouts. Hein. Et parce qu'il y en a d'autres choses qu'on peut gérer qui est nécessaire pour gérer ce projet. L'équipe, l'expertise, est-ce que vous avez des maisonniers, mais aussi des gens qui construisent des fenêtres et l'intérieur, qui va aménager le jardin et, oui, le toit. Quelque chose d'autre? L'argent, oui. Et les délais, oui. Le temps, les progrès et les délais. Il y a toujours des délais. Toujours. Même chose dans le projet recherche, hein? Même chose. Donc il y a quelque chose, des aspects, des paramètres qu'on peut gérer. Il y en a aussi des choses qu'on ne peut pas gérer. Bon, la première chose à discuter et gérer, c'est le contexte, la portée des objectifs. Comme j'avais dit, comme l'exemple avec l'avion, lequel avion? Hein? Ça va être utilisé par un avion, une compagnie commerciale ou civile ou militaire. Dans l'exemple d'une maison, ce sera une petite maison familiale ou ce sera une maison avec des appartements ou un bâtiment avec des utilisateurs multiples. Hein? C'est important avant même de construire un plan de travail et de demander de l'argent.
Donc ça, c'est un aspect. On peut gérer. On peut choisir si c'est une portée large, une portée plus limitée, et quelles sont les activités. Ensuite, on avait discuté le progrès, les chantiers. Comment de gérer les délais. Comment de maîtriser le progrès. Il y a des tâches qui sont faciles à faire, donc là-bas, on peut gagner de temps. Mais il y en a aussi des tâches qui sont assez complexes, où on ne peut pas gérer parce que, dans l'exemple du maison, il y a un constructeur, manufacteur de briques qui est en retard. Donc tout le monde va rester et attendre jusqu'à ce mec est prêt. Mais vous n'avez pas un contrat avec lui directement, donc vous ne pouvez pas diriger directement. Donc ce sont des risques de gestion. Troisièmement, le coût. Évidemment, dans la construction d'une maison, il y a une idée, un budget, mais en réalité, c'est toujours, les coûts sont plus hauts que ça. Il y a des choses on ne peut pas expecter, on ne peut pas juger en avance. Il y a des risques là-dessus de changement de prix, d'échange de la monnaie pour des grands projets de recherche internationaux. L'échange, le taux d'échange, c'est très important. Le taux d'échange contre les francs et l'euro, c'est plus ou moins stable, mais avec le dollar, c'est autre chose. Donc il faut vraiment prendre compte de ça dans la gestion, dans le projet, et surtout dans le projet de long terme, de 3 ans, 5 ans, ça c'est assez important. Et ça donne le quatrième, c'est d'indiquer tous les risques. Il y a des risques internes, comme j'avais dit hier, les risques de partenaires qui ne poussent pas, qui ne sont pas à l'heure ou qui délivrent des résultats de moins qualité, ou des risques de communication entre les partenaires. Ah, mais je ne savais jamais qu'il avait fait ça. Non, ça, c'est pas idéal. Il faut refaire ça encore, un délai, un an. Et à l'extérieur, il y a aussi des influences qu'on ne peut pas maîtriser, comme le taux d'échange de la monnaie, mais aussi dans une recherche, un projet de recherche, par exemple, d'avoir accès à l'instrument. Si on a une découverte, il faut analyser les échantillons, et on n'avait pas réalisé cet instrument dans vos labos, ce n'est pas suffisant. Donc il faut trouver un autre équipement, un autre team, et ça coûte cher et ça cause des délais. Et l'autre chose externe, c'est dans le domaine agriculture, par exemple, le temps. Le temps, s'il y a de la pluie, s'il y a de la guerre, il y a des choses qui détruisent détruit la plante, ou des maladies infectieuses qui appartiennent sur le champ. Donc il y a des risques externes qu'on ne peut pas maîtriser, mais on peut limiter. Donc il faut prévoir des tâches à limiter les risques internes et externes. Et ça, c'est gestion. Ça, c'est la valeur d'avoir un gestionnaire. Et enfin, la qualité. La qualité, c'est lié à le coût. Si on veut obtenir une qualité absolument excellente, plus haut, ça prend plus de l'argent et de l'effort. Donc, avec ça, un gestionnaire, c'est vraiment quelqu'un qui va trouver l'équilibre, la balance entre le coût et la qualité, entre perdre le temps et d'investir plus de ressources humaines, de limiter les risques et les délais. Et plutôt le troisième, 90% des problèmes sont basés sur le manque de communication. On parle beaucoup, mais est-ce qu'on communique effectivement? Il y a des gens qui parlent tout le temps, ils ne disent rien. Donc, des communications qualitatives, ce n'est pas quantitative, c'est la qualité de communication qui est vraiment importante.
Et de ne pas communiquer, c'est aussi un risque. Donc, partager la communication interne, un livre, vraiment faire attention à ça, et limiter la communication externe à toutes les choses qui vraiment ajoutent la valeur pour les utilisateurs, par exemple, ou des autres projets. Je reviens à cet aspect au niveau de confidentialité dans la prochaine présentation numéro 6. Il y a des communications qu'il faut limiter et toutes les autres, il faut augmenter et nourrir. Donc, communication, c'est vraiment un métier. Hein, c'est une partie de responsabilité des gestionnaires. Bon, ça c'est une piste de démarrer. Au niveau des finances et des activités, pour les projets européens, en général, on divise le rôle, les activités basées sur le contenu, donc les activités au labo, la recherche propre, le développer de solutions, avoir des réunions de travail spécifiques dans une lot de tâches, un lot de travail. Ça, c'est activité basée sur le contenu. Et tous les budgets, une grande partie du budget, c'est lié à l'activité basée sur le contenu. Et une autre partie du budget et des activités sont liées à la gestion. Ça porte les communications, ça porte les réunions généraux dans le projet et le consortium entier. C'est lié à la négociation des contrats ou des sous-contrats, de transfert de connaissances avec des utilisateurs internes ou externes, et de développer des rapports spécifiquement intermédiaires et finaux. Ça prend du temps, ça prend du effort, surtout de coordinateurs, mais pour toutes les réunions, ça prend aussi des coûts pour le voyage. Donc il faut réserver une partie du budget pour ça. Et c'est une bonne pratique de séparer les deux types d'activités. Bon, ça, on avait discuté, on avait vu un super exemple ce matin, mais je veux dire dans cet exemple ici, cet exemple est très simple, avec des lots de travail, 4 tâches dans cet exemple et une étape de projet. Un évaluateur va juger s'il y a des liens entre des lots de travail, dans ce cas, des ressources parallèles entre tâches 2 et 3, est-ce qu'il y a des capacités suffisantes dans tous les partenaires dans les tâches 2 et 3? Donc il y a un lien avec cette échéance et le budget. Et troisièmement, il va juger s'il y a une étape de projet après finir les tâches 2 et 3, est-ce que ça c'est une phase critique? Ça s'appelle en anglais le critical path du projet. Donc il y a de grands points de décision sur les phases critiques. S'il y a des délais, par exemple dans les tâches 2, il y a une influence sur les tâches 3 et 4. S'il y a un délai dans tâche 4, c'est moins grave car toutes les autres tâches sont réussies déjà. Donc il faut concentrer vraiment sur les délais dans tâche 2 plutôt, et après on peut gagner le temps à la fin du projet. Donc ça c'est gestion en pratique. Bon, ça c'est quelques diapositives en détail. Les gouvernances, les modèles de gouvernance et de communication sont plutôt très simples ou sont très complexes dans des grands projets. Ça c'est à vous à décider. Mais c'est une bonne pratique de ne pas exagérer. Ça, c'est une petite blague de pourquoi l'homme de Néandertal s'est éteint. Et quand on voit les détails dans tous les petits ballons, c'est un plan de travail pour la chasse. Où se trouve la chasse, les animaux, le terrain de faire la chasse, le plan de travail. Il y a des gens qui font la gestion de projet qui aiment de faire le char comme ça, des plans de travail extrêmement en détail et on ne travaille pas. Hein? Donc, ne pas exagérer, soyez aussi simple que possible. Bon, ce sont des tâches de gestionnaire, de coordinateur, de comité exécutif.
et le comité consultatif des leaders, des champions de l'eau de travail. Donc, je vous donne cette description à vous aider, assister à développer un chapitre pour comment développer des plans de gestion dans votre projet. Oui. Avec tous les détails au niveau de faire des décisions communes, démocratiques et tout ça, ça c'est absolument vrai. Il faut avoir un certain niveau de confiance entre les partenaires et de faire les décisions ensemble. Mais aussi, en parallèle, pas supplémentaire, mais en parallèle, il faut en avoir un leader, un vrai leader qui va prendre des décisions et qui va juger si on prend des décisions dans la même direction. Un visionnaire qui sait qu'est-ce que c'est la direction qu'il faut faire. Et après toutes les discussions entre les partenaires, il y a le leader qui dit non, 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 on va dans cette direction, pas l'autre. Donc ça, c'est nécessaire aussi. Donc il y a des rôles de gestion de projet, de monitoring, de progrès, de rapport, de budget et tout ça, ça c'est la gestion. Mais aussi, il y a un deuxième rôle, le rôle du leader, du visionnaire. Et très souvent, je trouve, le leader, le visionnaire, c'est le chercheur principal, qui avait l'idée originale, qui est vraiment reconnue dans le champ scientifique. Et très souvent, c'est une bonne idée de diviser le rôle du leader scientifique et le coordinateur scientifique qui dirige la direction et toutes les activités gestion, monitoring de progrès administratifs, de diviser ces rôles et de le donner à un gestionnaire. Très souvent, les personnalités des chercheurs ne sont pas de bons gestionnaires. Ce sont des personnalités différentes. Et pour les gestions, c'est bien utile d'avoir une expérience scientifique, mais pas nécessaire. Donc, on peut avoir quelqu'un dans l'organisation, dans votre équipe, qui est moins élevé au niveau scientifique, mais qui a une personnalité de gérer des gens et de lui donner la responsabilité d'être gestionnaire. Et dans mon tête, et ça c'est la dernière diapositive avant le déjeuner, dans mon tête, il y a certaines philosophies, moyens de faire la gestion d'un projet complexe. Il y a les gens qui dirigent comme un dictateur. Ils sont leaders, oui, mais ils ne sont pas démocratiques. Et dans le domaine de recherche, je trouve ce modèle, c'est beaucoup plus efficace. C'est un modèle comme un conducteur avec son orchestre. Un orchestre où il y a des spécialistes qui jouent des instruments différents, qui sont chacun spécialistes dans leur domaine. C'est évident qu'il y a des spécialistes qui sont solistes de temps en temps, mais pas tout le temps et pas au même temps. Donc chacun a son rôle temporaire d'être soliste. Donc ça donne d'être reconnu de son spécialisme. Et le conducteur ne joue pas un instrument, il dirige les directions, il motive les gens. Et chaque partenaire, chaque musicien est nécessaire d'écouter très attentivement et de jouer ensemble. Pour préparer un concert comme ça, c'est nécessaire d'avoir un budget et il y a une date de limite, le concert. Et en plus, il y a le niveau de qualité, autrement tous les gens qui vont écouter le concert ne vont pas être contents, car c'est eux qui paient. Donc avec cet aspect, pour moi, ça c'est la gestion de recherche. Ce n'est pas un match de football, non, c'est comme un orchestre symphonique. Donc avec ça, je vais proposer de rester, d'avoir un déjeuner. Merci beaucoup.